Dans tous les sports, on sait comment gagner. En MMA, si tu claques pas un KO, si tu claques pas une soumission, tu sais pas trop comment gagner à la décision. Jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, je rentre dans le détail des critères qu'utilisent les juges pour évaluer un combat de MMA. Alors petit préambule, il y a 3 points importants à comprendre avant de commencer à rentrer dans les critères. Le premier, c'est que c'est scoré round par round. Un juge, une fois que le round 1 est fini, il décide qui a gagné le premier round. Il ne peut pas attendre la moitié du deuxième round pour se dire « Ok, le premier était serré, mais comme dans le deuxième, celui-là est en train de prendre l'avantage, je score le premier round pour lui. » Non, premier round fini, le score est donné. Deuxième point très important, les juges, il y en a 3, ils sont sur un coin de la cage. Ils sont d'un côté de la cage, ils ont un certain angle pendant tout le combat. L'action est proche d'eux à un moment, l'action est loin d'eux à un moment, il y a le son des frappes qui n'est pas le même selon la distance. Ils n'ont pas accès aux stats et ils doivent prendre la décision directement. C'est très important aussi à savoir. On peut pas, un juge, il ne peut pas attendre 15 minutes après le combat, revoir quelques actions. Non, c'est en live que ça se passe. Dernier point, les critères qu'on va voir ici sont là pour rendre une situation subjective la plus objective que possible. Mais les juges, ça reste des humains. Donc il y a toujours une part d'appréciation humaine dans la façon de scorer un combat et ça, c'est la réalité. Avant de commencer, il y a 2 bases très importantes à comprendre dans le MMA et la façon de juger un combat. La première, le MMA est un sport offensif. Au cours de cette vidéo, je vais prendre des exemples absolument absurdes pour justifier les points de ces critères. Et par rapport à ce premier point, à cette première base que le MMA est un sport offensif, je vais prendre un simple exemple. On est dans un combat. Le premier combattant, le combattant A, envoie 100 jabs. Et sur les 100 jabs, il y en a un seul qui touche. Le combattant B, de son côté, il n'a rien envoyé. 0 jab, 0 attaque. Par contre, clairement, il a défendu 99 jabs sur 100. Il les a esquivés, il les a chassés, il les a bloqués, mais il y en a un qui est passé. Dans ce cas-là, c'est le combattant A qui gagne. Parce qu'on va pas dire, ok, il y a 99% de réussite défensive du côté du combattant B et seulement 1% de réussite du côté offensif du côté du combattant A, c'est le combattant B qui doit gagner. Non, 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 non. Il y a une action offensive qui a touché, c'est du côté du combattant A, c'est lui qui gagne. Ça, c'est une explication par l'absurde. Deuxième point très important à comprendre, deuxième base avant qu'on avance, c'est que les 3 critères, il y a 3 critères, ils sont priorisés. Il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là et c'est très très important de l'expliquer maintenant. Même Daniel Cormier, même Dominique Cruz et même Michael Bisping au micro quand ils sont aux commentaires de l'UFC, 3 anciens champions de l'UFC font encore des erreurs. Ils disent que combattant A a été plus efficace debout, mais par contre c'est le combattant B qui mettait plus la pression. Ça fonctionne pas comme ça. On va voir les 3 critères. Le premier critère, c'est effective grappling and striking. Le deuxième critère, c'est l'effective aggressiveness. Et le troisième critère, c'est le fighting area control. On n'est pas dans une situation où le premier critère, c'est 70% d'importance. Le deuxième critère, c'est 20% d'importance. Et le troisième critère, c'est 10% d'importance et on les mélange tous les 3. Non, 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 non. On regarde le premier critère. S'il y a une différence dans le premier critère, on donne le round à celui qui a l'avantage. Si c'est une pure égalité, une égalité absolue dans le premier critère, alors on regarde le deuxième. On ne regarde pas le deuxième à moins d'une égalité dans le premier critère. Et pareil, dans le deuxième critère, si on arrive à faire une distinction de qualité, on s'arrête là, on donne le round à celui qui domine le critère numéro 2. S'il y a une absolue égalité dans le premier critère, une absolue égalité dans le deuxième critère, c'est seulement à ce moment-là qu'on regarde le troisième critère. Il n'y a pas d'autre scénario où on fait ça. Encore une fois, pour prouver par l'absurde, combattant A, il y a un jab sur tout le round qui touche. Un jab qui touche. Combattant B, il y a 0 attaque qui touche. Mais il n'a pas arrêté de mettre de la pression à combattant A. C'est le combattant A qui va gagner le round sans la moindre hésitation. Parce qu'il a gagné le critère 1. Le critère 2 va complètement à l'avantage du combattant B. Le critère 3 va complètement à l'avantage du combattant B. Mais on s'en fout, on ne le regarde pas. C'est le critère A qui compte. Ok, maintenant on rentre dans les critères. Qu'est-ce qu'ils impliquent? Critère 1, effective striking and effective
grappling. J'ai pas envie de les traduire, les termes génériques. Par contre, on va traduire les critères en dessous et on a résumé ça. Qu'est-ce qu'on entend par effective striking? Effective striking, ce sont les coups autorisés qui ont un impact immédiat ou cumulé contribuant à la finalisation d'un combat. C'est assez clair, c'est quelque chose de tangible. Ce sont toutes les frappes, tous les impacts, et ça c'est très important. On a modifié récemment le mot dégâts en impact ou le mot damage en impact pour pouvoir mieux comparer striking et grappling, les actions de préhension et les actions de percussion. En termes de grappling, qu'est-ce que ça signifie effective grappling? C'est l'exécution réussie de takedown, de tentative de soumission, de renversement et de prise de position avantageuse, et là j'insiste, qui produisent un impact amenant potentiellement vers la finalisation d'un combat. Jusque là, je pense que c'est assez clair. Alors il y a quelques petites précisions qui sont très importantes. La première, l'impact immédiat pèse davantage que l'impact cumulé. Pour illustrer, de nouveau par l'absurde. On a un round, le combattant A, il envoie 5 jabs qui vont toucher. Ce ne sont pas des jabs puissants, mais ça touche, c'est clair, il a touché le combattant B. Le combattant B, sur tout le round, il a envoyé un overhand et ça a mis un knockdown. C'est très percutant, c'est très impactant et ça a un impact immédiat. Alors que le combattant A, c'était plus un impact cumulé. Dans ce cas de figure, c'est le combattant B qui prend le premier round, parce qu'on va pas dire 5-1, on va vraiment dire, ok, la frappe du combattant B, elle a été ultra impactante, on était très proche d'un finish, parce qu'on a eu le knockdown, et ça prend le dessus sur 5 jabs, on va pas dire léger, on va pas dire puissant, on va dire sur 5 jabs normaux. Deuxième précision importante, l'amener au sol ne se limite pas à un simple changement de position, elle doit être suivie par un schéma offensif. C'est très important, une amenée au sol, ça ne score pas s'il n'y a rien derrière. Si celui qui amène l'action au sol, c'est un changement de direction, c'est un changement de dynamique de combat. S'il fait rien à partir de son amenée au sol, ça vaut rien. C'est très important à comprendre. Alors on va reprendre un exemple par l'absurde. Dans la première minute du round, combattant A touche avec 5 jabs. Ensuite, le combattant B amène au sol. Takedown, on finit dans la garde. Et alors là, je sais que c'est hypothétique parce que l'arbitre relèverait l'action. Mais à partir de la garde, aucun des deux ne fait rien. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de recherche de temps de passage de garde. On reste juste dans la garde, full garde, pendant 4 minutes et les deux attendent. C'est le combattant A qui va prendre le round. Il a touché avec 5 jabs. C'est beaucoup plus impactant qu'un takedown sans le moindre schéma offensif derrière. Encore une fois, je reviens là-dessus. Le critère de contrôle, c'est le critère numéro 3. Il pèse pas du tout dans la balance tant que le critère 1 n'est pas 100% à égalité. On sait faire la différence dans ce critère A grâce aux 5 jabs qui ont touché, alors que l'amener au sol sans schéma offensif derrière, c'est pas considéré comme du effective grappling. Le point important suivant. L'effectivité au sol est jugée par les impacts et non par la position au-dessus versus en dessous. Donc ici, je pense que c'est assez facile à comprendre. On va prendre de nouveau un exemple par l'absurde. On a un combat qui va immédiatement au sol. Le combattant au-dessus, il fait que du contrôle à partir de la garde. Mais c'est pas un contrôle à pression, il reste juste dans la garde. Et le combattant en dessous, il envoie des petites frappes d'en dessous. Poup, 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 poup. Il bouge un peu, il envoie des petites frappes pendant 5 minutes. C'est le combattant en dessous qui va prendre le round. Il faut arrêter de systématiquement croire au-dessus, c'est le gars dominant. Non, ça dépend des actions qui se passent au sol. De temps en temps, celui qui est en dessous peut dominer l'action malgré une position qu'on appelle comme dominée. Ça dépend vraiment des actions. Et les actions, ça peut être des petites frappes, ça peut être celui qui recherche le plus le sweep, qui recherche des soumissions. Une tentative de soumission, encore une fois, c'est quelque chose qui amène vers une finalisation et c'est donc scoré comme une action offensive impactante. L'impact est jugé sur les dégâts, mais aussi sur la diminution de l'énergie, de la confiance ou des habilités de l'adversaire. Ce point-là a été défini pour pouvoir mieux comparer striking et grappling, parce que c'est très compliqué. À l'époque, quand on parlait de dégâts au lieu d'impact,
Évidemment, le striker, ben, il avait un genre d'avantage. Parce que debout, il envoyait des middle, il envoie des high kicks, il envoie des directs, ça commence à ouvrir l'adversaire. Après, il se fait amener au sol, il se fait prendre dans la monte, mais le gars, il envoie pas de grand endpoint, il cherche des soumissions. Eh ben, clairement, celui qui a infligé le plus de dégâts, c'est le striker. Mais finalement, celui qui a travaillé au sol, il a pris une monte, il a peut-être pris le dos, il a tenté des soumissions, ça doit scorer. Et donc, on a renommé dégâts en impact. Et un impact, ça peut avoir de l'impact sur l'énergie, sur la confiance et sur les habilités de l'adversaire. Parce que clairement, si tu fatigues, entre guillemets, l'adversaire a potentiellement plus d'ouverture vers la finalisation par la suite. Et donc ça, c'est également très important. Et on va reprendre un exemple par l'absurde. Combattant A, sur la première minute du round, il envoie un jab qui touche. Et ensuite, sur 4 minutes, il se fait amener au sol une fois. Et à partir du sol, le grappleur passe la demi. Il met une grosse pression d'épaule, hop, il prend la monte, il n'y a pas de frappe, mais il commence à mettre la pression à partir de la monte, il cherche 2-3 soumissions. Et ben c'est le combattant B qui va potentiellement remporter ce premier round parce que il contrebalance le jab qu'il a encaissé avec du contrôle effectif au sol. La pression d'épaule, la prise de la monte, la recherche de soumission, c'est considéré comme diminuer l'énergie, diminuer la confiance et les habilités à continuer le combat de son adversaire. Maintenant qu'on a bien compris ce critère numéro 1, je vais réinsister là-dessus. Si on sait faire la moindre, et ils insistent là-dessus, la moindre différence sur ce critère 1, on s'arrête là. On donne le premier round à combattant A ou combattant B, peu importe qui on décide qui a eu un moindre avantage dans ce critère 1. On va seulement voir le critère 2 si on considère que c'est 100% égalité. Absolument 100%. C'est très difficile évidemment à juger, mais encore une fois, par l'absurde, si on a un combat où tu as les deux athlètes qui se sont échangés chacun 5 jabs et que les juges considèrent que les 5 jabs ont eu exactement le même impact, alors on commence à regarder le critère B. Et je vais aller très très loin là-dedans. S'ils se sont échangés 50 jabs pour combattant A et 49 pour combattant B, on ne regarde pas, avec le même impact, on ne regarde pas le critère 2. Celui qui a envoyé 50, c'est 2% de plus. Celui qui en a envoyé 50 et qui a touché avec 50 va prendre l'ascendant sur celui qui en a envoyé 49 et qui a touché avec 49, en partant du principe que les 99 jabs avaient exactement le même impact. Encore une fois, c'est par l'absurde, ça ne va pas se produire comme situation, mais c'est pour bien faire comprendre qu'à la moindre différence, le round doit être donné. Maintenant que ça c'est bien compris, on passe au critère numéro 2, qu'on regarde encore une fois uniquement si le critère numéro 1 est à 100% égalité. Critère numéro 2, effective aggressiveness. C'est la volonté démontrée à chercher à finaliser le combat. Le mot-clé ici est effective. Courir après l'adversaire sans succès ne change rien à l'évaluation des juges. On ne regarde ce critère que si on considère que le critère 1 est à 100% une égalité. Je le répète encore une fois par écrit. Alors ici, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'on a l'impression que voilà, celui qui montre le plus d'agressivité sera celui qui remporte ce deuxième critère. Mais, encore une fois, s'il court et qu'il envoie tout dans le vent, ben ça ne fonctionne pas. Donc ici, moi, ce que je considère, c'est plutôt l'attitude. C'est dans l'attitude du combattant qu'on va savoir mieux définir lequel a été le plus efficacement agressif. C'est extrêmement rare qu'on ait besoin de ressortir à ce deuxième critère. C'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin dans le détail ici. Il y a peut-être 5, même peut-être moins de 5% des combats ou des rounds où le juge fait appel à ce deuxième critère. Je dirais même peut-être 2% ou moins de 2%. C'est tellement rare que ce soit égalité dans le premier critère que ce deuxième critère, il est là presque pour décorer. Et encore pire, le troisième critère, duquel on va parler maintenant. Donc je réinsiste, on regarde ce troisième critère uniquement si le premier est 100% égalité et que le deuxième est 100% égalité. Ce troisième critère, c'est Fighting Area Control. Le contrôle de l'aire de combat est défini par celui qui dicte le rythme du combat, le lieu et la direction ou position du combat. Celui qui impose son rythme et ou la dynamique et ou le contrôle des réactions de l'adversaire va gagner ce critère, qui n'est considéré qu'en cas d'absolue égalité sur les critères 1 et 2. Alors ici, moi je considère ça comme le game plan. Tout simplement. Tu regardes le combat, c'est égalité dans le critère 1, c'est égalité dans le critère 2. Le critère 3, c'est lequel a su imposer son game plan, sa stratégie, plus que l'autre. Tout simplement. Parce que ton game plan, c'est chaque fois ça. C'est, je dois aller chercher à imposer mon rythme,
je dois chercher à imposer mon domaine de prédilection. Si je suis un lutteur face à un striker, bah voilà, si j'arrive à l'amener au sol, c'est moi qui contrôle là où se déroule le combat. Alors évidemment, les juges, ils connaissent pas les stratégies du combattant A et du combattant B à l'entrée du combat. Mais dans le premier round, dans le deuxième round, dans chaque round, tu vois les intentions. Et c'est celui qui arrive à imposer ses intentions qui va gagner ce critère numéro 3 qu'on évalue peut-être 0,2% dans 0,2% des cas. Voilà pour les critères. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre quand on parle d'une décision d'après combat. Alors maintenant, le dernier point, qui est extrêmement important évidemment, c'est 10-10, 19, 18, 17, où se situent les frontières. Le 10-10, c'est extrêmement rare. Je me demande s'il y en a eu un à l'UFC. J'aurais peut-être dû me renseigner avant la vidéo, mais je crois que c'est extrêmement rare. Le 10-10, c'est l'absolue égalité et c'est extrêmement rare. Cela signifie qu'il y a une égalité totale, absolument totale, sur les 3 critères pendant le round. Les juges sont poussés à noter la moindre différence pour éviter ce scoring. Celui-ci est plus fréquent lorsqu'un round est arrêté très tôt, mais doit être scoré. Ça arrive dans de rares occasions qu'un round soit arrêté après 1 minute et qu'ils doivent être scorés parce qu'on ne peut pas avoir un no contest. Et évidemment, peut-être que de temps en temps, après 1 minute de round, ou même 30 secondes, il n'y a pas assez de contenu pour faire une différence. Mais sur 5 minutes, c'est extrêmement rare. C'est vraiment extrêmement rare. Il faut que tous les critères soient à égalité. Et je vais reprendre cet exemple. 50 jabs contre 49, si les 99 jabs ont eu le même impact, c'est celui qui a mis 50 jabs qui va gagner. Et même, on peut faire 100 à 99, cette petite différence, ça fait une différence dans le critère 1, ça mène à un 19. C'est pas une égalité absolue. L'égalité doit être la plus totale. Alors, on va passer à la description du round le plus donné. 10, 9. 10 pour le vainqueur, 9 ou moins pour celui qui a perdu. Qu'est-ce qu'un 19? Le 19, ça va d'un minime avantage donné à un athlète sur le critère 3 jusqu'à un clair avantage sur le critère 1. Un round extrêmement serré avec un jab de différence, comme je l'ai dit juste avant, ou 2 secondes de contrôle, ou simplement un peu plus de pression, amènera à un 19. Un round clair où un athlète domine les échanges amènera à un 19 également. Le 18 sera seulement considéré lors d'une grosse différence dans la domination du vainqueur ou l'attitude du perdant. Et on va voir ça maintenant. Alors comme on le voit sur le slide, j'ai mis un petit hélas. Parce que moi c'est ça qui me dérange le plus dans le scoring MMA, c'est que tu peux avoir 2 rounds extrêmement serrés qui va à l'avantage du combattant A, et le 3e round qui va à une extrême domination, peut-être pas de domination, mais c'est extrêmement clair pour le combattant B, et ben c'est le combattant A qui va gagner parce qu'il a gagné de manière très juste les 2 premiers rounds, alors que le round le plus décisif c'est le 3e, mais c'est pas suffisant, ça va donner un 29-28 pour le combattant A. Moi personnellement, j'aimerais qu'on scinde ce 19 et que, voilà, s'il y a une grosse différence dans le critère 1, ça passe à un 18. Et que le 18 devienne un 17 et le 17 devienne un 16. Ça permettrait de mieux calibrer, je dirais, l'aspect global du combat. Parce que round par round, voilà, comme je dis, 2 rounds serrés, alors oui, c'est 10 minutes très serrées, et puis 5 minutes pas du tout serrées, c'est le gars qui a dominé les 10, qui a pas dominé, mais qui a eu 10 minutes très serrées, légèrement à son avantage, qui prend l'ascendant. C'est pas toujours logique. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui, c'est quels sont les critères aujourd'hui. Peu importe ce qu'on en pense. C'est comme ça que c'est scoré, et c'est comme ça qu'on doit argumenter quand il y a une décision qui paraît controversée. Alors le 18, quand est-ce que c'est considéré? Le 18 sera automatiquement, et j'insiste sur automatiquement, donné lorsqu'un athlète remplit les 3D. Les 3D, c'est damage, domination, duration en anglais. Damage. L'athlète est impactant sur ses attaques, provoque du dégât. Mais encore une fois, on n'aime pas plus trop le mot dégât parce que ça peut très bien être en grappling, une surdomination en grappling. Le deuxième, c'est domination. L'athlète domine l'action. Il y a une différence considérable entre les attaques envoyées et les attaques encaissées. Finalement, duration, et donc ça, c'est quelqu'un qui applique du damage, du dégât, de l'impact avec une grosse domination sur la durée du round.
Et ça, c'est automatique. S'il y a quelqu'un qui domine les quasi 5 minutes, la quasi-totalité des 5 minutes, en impliquant des gros impacts avec une domination claire, c'est un 18, il n'y a pas de question. Et le 18 peut être aussi considéré, c'est pas toujours automatique. Un 18 doit être considéré par un juge et il va donc hésiter entre le 19 et le 18 dans certains cas. Le premier cas, c'est lorsqu'un athlète est extrêmement impactant. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a un round qui est plus ou moins équilibré, qui va légèrement à l'avantage du combattant A, mais en plus de ça, le combattant A, il a tapé 2 knockdowns par exemple, plus une tentative de soumission. Il a été très impactant. Donc on a un côté où on part sur un 19, le combattant A, il est un peu plus efficace, mais pas de manière ultra significative, et puis il a 2-3 gros moments qui le rapprochent vraiment de la finalisation. Là, on peut considérer également le 18. Et alors, l'autre cas, le 18 peut également être considéré lorsqu'un athlète domine alors que l'adversaire survit. Il est inactif offensivement. Le rappel que je donne, c'est que la défense est vue comme un outil pour rester présent dans le combat. Ça ne score pas. Donc ça, je le rappelle, la défense, ça ne score pas. Être bon défensivement, ça sert juste à un combattant de rester dans le combat et d'avoir un arbitre qui n'est pas en train d'intervenir pour arrêter le combat ou qui lui permet de survivre jusqu'au round d'après. Pareil, être bon défensivement en takedown, ça ne score pas. Ça te permet juste de rester debout et puis c'est à toi à avoir un schéma offensif debout. Donc encore une fois, ça c'est très important. Un athlète qui va essayer 20 takedowns et qui va en réussir que 1, et puis avoir un schéma offensif derrière, ça score plus que le gars qui a défendu correctement 19 takedowns, mais qui n'a rien fait debout derrière. C'est très très important. Il n'y a pas de 95% de takedown defense versus 5% de takedown offense qui est réussi. C'est celui qui a réussi son takedown et qui a réussi à capitaliser derrière dessus qui va avoir un avantage. C'est un sport offensif. Et donc ici, pour reprendre ce critère, ça arrive de temps en temps, avec la fatigue surtout. On est au sol, t'en as un qui envoie des petites frappes, il fait pas de dégâts, mais il envoie des petites frappes, il est au-dessus, il passe la garde, il envoie encore des petites frappes. Et l'autre, il est en mode 100% défensif, il fait que bloquer et il fait rien. Il n'est pas en train d'essayer de recomposer la garde, il est pris en monte, il survit, il donne son dos. L'autre essaye d'étrangler, hop, il redonne la monte, il y a des petites frappes, il redonne le dos. Il n'y a pas eu de... On l'a pas vu en réelle difficulté, on l'a pas vu complètement sonner, on l'a pas vu grimacer pour sortir d'une soumission, mais le gars a rien proposé offensivement, alors que l'autre a envoyé quand même quelques frappes. Peut-être pas impactantes, mais il a été dominant sur la durée, face à quelqu'un d'inactif, on peut considérer le 18. Pour finir la vidéo, le 17, je vais passer très rapidement au travers de celui-là parce qu'il est extrêmement rare également. Le 17 est extrêmement rare, comme je viens de dire. Il sera donné lorsque les 3D submergent l'adversaire. Cela arrivera lorsque le juge estime que le combat aurait dû être arrêté par l'arbitre. Alors là, je spécule, c'est pas exactement mis dans les règles, mais clairement, ça c'est quand on a une domination avec des dégâts sur la durée et que c'est vraiment overwhelming, comme ils disent en anglais. C'est submergent, c'est une domination absolue. Et moi, j'ajoute toujours ce petit argument. C'est que le juge, sur le coin de la cage, il dit « Moi, si j'avais été arbitre, j'aurais arrêté le combat. » Et là, on a un 17. C'est absolument clair, il n'y a pas de question sur quoi que ce soit. Et on est très très proche du finish, absolument proche du finish. Là, on devrait donner le 17. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a clarifié comment gagner un combat en MMA à la décision. Merci. I'm fucking coming for you!